De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, volume 1er, chapitre 5, suite, de l'existence communale. Sommaire. Chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui seul. Corollaire du principe de la souveraineté du peuple, application que font les communes américaines de ces doctrines. La commune de la Nouvelle-Angleterre, souveraine pour tout ce qui ne se rapporte qu'à elle, sujette dans tout le reste. Obligation de la commune envers l'État. En France, le gouvernement prête ses agents à la commune. En Amérique, la commune prête les siens au gouvernement. J'ai dit précédemment que le principe de la souveraineté du peuple plane sur tout le système politique des Anglo-Américains. Chaque page de ce livre fera connaître quelques applications nouvelles de cette doctrine. Chez les nations où règne le dogme de la souveraineté du peuple, chaque individu forme une portion égale du souverain et participe également au gouvernement de l'État. Chaque individu est donc censé aussi éclairé, aussi vertueux, aussi fort qu'aucun autre de ses semblables. Pourquoi obéit-il donc à la société et quelles sont les limites naturelles de cette obéissance ? Il obéit à la société non point parce qu'il est inférieur à ceux qui la dirigent ou moins capable qu'un autre homme de se gouverner lui-même. Il obéit à la société parce que l'union avec ses semblables lui paraît utile et qu'il sait que cette union ne peut exister sans un pouvoir régulateur. Dans tout ce qui concerne les devoirs des citoyens entre eux, il est donc devenu sujet. Dans tout ce qui ne regarde que lui-même, il est resté maître. Il est libre et ne doit compte de ses actions qu'à Dieu. De là cette maxime que l'individu est le meilleur comme le seul juge de son intérêt particulier et que la société n'a le droit de diriger ses actions que quand elle se sent lésée par son fait ou lorsqu'elle a besoin de réclamer son concours. Cette doctrine est universellement admise aux États-Unis. J'examinerai autre part quelle influence générale elle exerce jusque sur les actions ordinaires de la vie, mais je parle en ce moment des communes. La commune prise en masse et par rapport au gouvernement central n'est qu'un individu comme un autre auquel s'applique la théorie que je viens d'indiquer. La liberté communale découle donc aux États-Unis du dogme même de la souveraineté du peuple. Toutes les républiques américaines ont plus ou moins reconnu cette indépendance. Mais chez les peuples de la Nouvelle-Angleterre, les circonstances en ont particulièrement favorisé le développement. Dans cette partie de l'Union, la vie commune a pris naissance au sein même des communes. On pourrait presque dire qu'à l'origine, chacune d'elles était une nation indépendante. Lorsqu'ensuite les rois d'Angleterre réclamèrent leur part de la souveraineté, ils se bornèrent à prendre la puissance centrale. Ils laissèrent la commune dans l'état où ils la trouvèrent. Maintenant, les communes de la Nouvelle-Angleterre sont sujettes, mais dans le principe, elles ne l'étaient point ou l'étaient à peine. Elles n'ont donc pas reçu leur pouvoir. Ce sont elles au contraire qui semblent s'être dessaisies en faveur de l'État d'une portion de leur indépendance, distinction importante et qui doit rester présente à l'esprit du lecteur. Les communes ne sont en général soumises à l'État que quand il s'agit d'un intérêt que j'appellerais social, c'est-à-dire qu'elles partagent avec d'autres. Pour tout ce qui n'a rapport qu'à elles seules, les communes sont restées des corps indépendants. Et parmi les habitants de la Nouvelle-Angleterre, il ne s'en rencontre aucun, je pense, qui reconnaisse au gouvernement de l'État le droit d'intervenir dans la direction des intérêts purement communaux. On voit donc les communes de la Nouvelle-Angleterre vendre et acheter, attaquer et se défendre devant les tribunaux, charger leur budget ou le dégréver, sans qu'aucune autorité administrative quelconque songe à s'y opposer. Quant aux devoirs sociaux, elles sont tenues d'y satisfaire. Ainsi, l'État a-t-il besoin d'argent
La commune n'est pas libre de lui accorder ou de lui refuser son concours. L'État veut-il ouvrir une route? La commune n'est pas maîtresse de lui fermer son territoire. Fait-il un règlement de police? La commune doit l'exécuter. Veut-il organiser l'instruction sur un plan uniforme dans toute l'étendue du pays? La commune est tenue de créer les écoles voulues par la loi. Nous verrons, lorsque nous parlerons de l'administration aux États-Unis, comment et par qui les communes, dans tous ces différents cas, sont contraintes à l'obéissance. Je ne veux ici qu'établir l'existence de l'obligation. Cette obligation est étroite, mais le gouvernement de l'État, en l'imposant, ne fait que décréter un principe. Pour son exécution, la commune rentre en général dans tous ses droits d'individualité. Ainsi, la taxe est, il est vrai, votée par la législature. Mais c'est la commune qui la répartit et la perçoit. L'existence d'une école est imposée, mais c'est la commune qui la bâtit, la paie et la dirige. En France, le percepteur de l'État lève les taxes communales. En Amérique, le percepteur de la commune lève la taxe de l'État. Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prête ses agents à la commune. En Amérique, la commune prête ses fonctionnaires au gouvernement. Cela seul fait comprendre à quel degré les deux sociétés diffèrent. De l'esprit communal dans la Nouvelle-Angleterre. Sommaire. Pourquoi la commune de la Nouvelle-Angleterre attire les affections de ceux qui l'habitent? Difficultés qu'on rencontre en Europe à créer l'esprit communal. Droits et devoirs communaux concourant en Amérique à former cet esprit. La patrie a plus de physionomie aux États-Unis qu'ailleurs. En quoi l'esprit communal se manifeste dans la Nouvelle-Angleterre? Quels heureux effets il y produit? En Amérique, non seulement il existe des institutions communales, mais encore un esprit communal qui les soutient et les vivifie. La commune de la Nouvelle-Angleterre réunit deux avantages qui, partout où ils se trouvent, excitent vivement l'intérêt des hommes, à savoir l'indépendance et la puissance. Elle agit, il est vrai, dans un cercle dont elle ne peut sortir, mais ses mouvements y sont libres. Cette indépendance seule lui donnerait déjà une importance réelle, quand sa population et son étendue ne la lui assureraient pas. Il faut bien se persuader que les affections des hommes ne se portent en général que là où il y a de la force. On ne voit pas l'amour de la patrie régner longtemps dans un pays conquis. L'habitant de la Nouvelle-Angleterre s'attache à sa commune, non pas tant parce qu'il y est né, que parce qu'il voit dans cette commune une corporation libre et forte dont il fait partie et qui mérite la peine qu'on cherche à la diriger. Il arrive souvent en Europe que les gouvernants eux-mêmes regrettent l'absence de l'esprit communal, car tout le monde convient que l'esprit communal est un grand élément d'ordre et de tranquillité publique. Mais ils ne savent comment le produire. En rendant la commune forte et indépendante, ils craignent de partager la puissance sociale et d'exposer l'État à l'anarchie. Or, ôtez la force et l'indépendance de la commune, vous n'y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens. Remarquez d'ailleurs un fait important. La commune de la Nouvelle-Angleterre est ainsi constituée qu'elle peut servir de foyer à de vives affections et en même temps, il ne se trouve rien à côté d'elle qui attire fortement les passions ambitieuses du cœur humain. Les fonctionnaires du comté ne sont point élus et leur autorité est restreinte. L'État lui-même n'a qu'une importance secondaire, son existence est obscure et tranquille. Il y a peu d'hommes qui, pour obtenir le droit de l'administrer, consentent à s'éloigner du centre de leurs intérêts et à troubler leur existence. Le gouvernement fédéral confère de la puissance et de la gloire à ceux qui le dirigent, mais les hommes auxquels il est donné d'influer sur ces destinées sont en très petit nombre. La présidence est une haute magistrature à laquelle on ne parvient guère que dans un âge avancé,
Et quand on arrive aux autres fonctions fédérales d'un ordre élevé, c'est encore en quelque sorte par hasard, et après qu'on s'est déjà rendu célèbre en suivant une autre carrière. L'ambition ne peut pas les prendre pour le but permanent de ses efforts. C'est dans la commune, au centre des relations ordinaires de la vie, que viennent se concentrer le désir de l'estime, le besoin d'intérêt réel, le goût du pouvoir et du bruit, ces passions qui troublent si souvent la société changent de caractère lorsqu'elles peuvent s'exercer ainsi près du foyer domestique et en quelque sorte au sein de la famille. Voyez avec quel art, dans la commune américaine, on a eu soin, si je puis m'exprimer ainsi, d'éparpiller la puissance afin d'intéresser plus de monde à la chose publique. Indépendamment des électeurs appelés de temps en temps à faire des actes de gouvernement, que de fonctions diverses, que de magistrats différents, qui tous, dans le cercle de leurs attributions, représentent la corporation puissante au nom de laquelle ils agissent. Combien d'hommes exploitent ainsi à leur profit la puissance communale et s'y intéressent pour eux-mêmes. Le système américain, en même temps qu'il partage le pouvoir municipal entre un grand nombre de citoyens, ne craint pas non plus de multiplier les devoirs communaux. Aux États-Unis, on pense avec raison que l'amour de la patrie est une espèce de culte auquel les hommes s'attachent par les pratiques. De cette manière, la vie communale se fait en quelque sorte sentir à chaque instant. Elle se manifeste chaque jour par l'accomplissement d'un devoir ou par l'exercice d'un droit. Cette existence politique imprime à la société un mouvement continuel, mais en même temps paisible, qui l'agite sans la troubler.